Regardez ce que dit, c'est le chef du renseignement ukrainien, voilà, qui s'est confié dans un média. Il y a eu une tentative d'assassinat de Poutine. Il a même été attaqué par des représentants du Caucase. C'était une tentative absolument infructueuse, mais c'est vraiment arrivé. C'était il y a environ 2 mois. Sergueï Girnov, est-ce qu'on a des infos là-dessus? Est-ce que vraiment Vladimir Poutine a été visé il y a 2 mois? On n'a aucune information. On n'a aucune information. Ça, c'est l'information du renseignement ukrainien. Bon, j'espère qu'ils ont des sources. Aucune autre source n'a confirmé ça. Voilà, donc on va prendre ça. D'ailleurs, franchement, moi j'ai un peu de doute parce qu'on a vu Vladimir Poutine dans le bunker depuis le début de la guerre. On pensait qu'il était en Oural, en Altaï, donc je le vois mal dans le Caucase. Donc on l'a jamais vu ses déplacements dans le Caucase. Pour le moment, je suis très dubitatif par rapport à ça. Il a déjà été visé, Vladimir Poutine, quand même, par le passé. Il y a toujours des bruits qui courent. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que avec ça en toile de fond, il a nommé encore un ministre des Affaires extraordinaires, son garde du corps. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont autour de lui, qui sont ministres, qui sont ses anciens gardes de corps. Et donc, c'est les personnes dans lesquelles il a uniquement confiance, totale confiance, ce qui veut dire aussi que c'est une personne très bien gardée. Oui, mais à contrario, c'est une personne très bien gardée, mais qui s'est complètement isolée du reste du corps. Absolument. Et donc, le fait que le service des renseignements, le chef du service des renseignements ukrainien parle, c'est un peu bizarre. Un chef du service des renseignements, il devrait un peu moins parler, mais là, il fait de la communication. C'est encore lui qui a dit récemment que le chef du Kremlin avait un cancer très grave, et qu'il était malade. Regardez cette image. Pour l'instant, il se porte bien, Vladimir Poutine, et il le montre dans une séquence, c'est la séquence spectaculaire de la journée. Et première fois que Vladimir Poutine rend visite à des soldats russes blessés en Ukraine. 3 mois, donc plus de 3 mois après le début de l'offensive. Voilà, il a échangé avec plusieurs militaires à l'hôpital. Qui ont l'air très bien quand même. Il n'a pas pris... il n'a pas choisi les pires. Voilà, les blessés qui ont été les plus durement touchés. Évidemment, coup de com' du président. Peut-être qu'on peut écouter justement les échanges. Regardez. Comment marche votre main? Ça bouge? Vous étiez dans quelle division? Dans l'artillerie, dans la brigade d'artillerie. Et vous venez d'où? La région de Tula, la ville Bogorodetsk. Ma femme est là-bas, vit là-bas. Vous êtes toujours en contact avec les familles? Les familles sont inquiètes? Oui. Oui, en contact. Ils ont pu vous rendre visite? Non, non. Mais là, ils vous voient, donc ils sauront que vous allez bien. Bonne chance, bon rétablissement. Fascinantes images, fascinant. D'abord, on voit à quel point on dit il est loin des gens. On se rappelle la scène avec Emmanuel Macron. Et là, il leur serre la main. Exactement. Alors voilà. Exactement. L'arbitraire complet des situations. Et aussi, on dit que Poutine a 2 doubles. Et c'est un double qui se déplace parce que justement, il y a un décalage énorme entre le vrai Poutine qui est à 4 mètres de son ministre de la Défense et son chef d'état-major. C'est la machine à et fantasme. puis l'autre qui se promène partout. C'est faux. C'est ce qu'on disait Saddam aussi. Il n'y a pas de Poutine, évidemment, c'est le même, on le voit bien. Mais ça montre à quel point il fascine l'Occident notamment. Et il joue. Mais là, c'est du théâtre aussi. Parce qu'il y a les blessés qui sont debout, en garde à vous, les lits qui n'ont pas été touchés. Il est obligé de le faire. C'est comme la première fois qu'il reconnaît qu'il y a des pertes et que donc ça commence à se sentir parce que pas tout à fait. Le 9 mai, c'était frappant. Déjà, il a commencé le 9 mai. En fait, vous avez raison, Darius. Il a commencé le 9 mai. Et petit à petit, de la même manière qu'ils sont en train de réorganiser leur dispositif militaire sur le terrain, et ils commencent à être plus efficaces sur le terrain, ils sont en train de réorganiser leur dispositif politique avec 2 choses aujourd'hui. Parce que ça va de pair avec le vote par la Douma, donc le Parlement russe, de la levée de la limite d'âge pour pouvoir mobiliser les réserves, qui jusqu'à présent étaient limitées à 40 ans et qui maintenant passaient jusqu'à plus tard. Donc il pourrait y avoir des personnes pour mobiliser les personnes plus âgées, plus expérimentées. Voilà, donc ça permet, ils ont 2 millions de réservistes, c'est quand même pas rien, ça permet d'aller puiser plus facilement dans les réservistes, donc des gens qui quand même ont de l'expérience, ce qui est toujours plus intéressant que de prendre du conscrit qu'il faut former. Et bien sûr, pour les envoyer ensuite au combat, il faut montrer qu'on s'occupe des gens qui sont blessés au combat. Didier, je trouve qu'il y a une certaine logique dans tout ça. La séquence est tellement incroyable. On rappelle les bilans
supposer, on dit peut-être 20 000 morts, 25 000 morts, même si ça n'est que la moitié. Tant de blessés très graves. Et on a vu des images de ça. Et là, on a des gens debout qui ont l'air plutôt en bonne santé. Louis Dragnel. C'est Potemkin comme visite. Alors, évidemment, c'est dans un hôpital extraordinaire, qui se propre, etc. C'est pas comme ça, les hôpitaux russes. Non, ça, c'est sûr. Mais Sergueï, vous avez sans doute raison. Vous connaissez mieux les hôpitaux russes que moi. Et après, on ne peut pas, entre guillemets, reprocher à un chef d'État qui mène une guerre de rendre visite aux soldats qu'il envoie au front. Alors après, il y a une mise en scène, il y a tout ce que vous voulez, mais tous les chefs d'État, soit en position défensive, soit en position offensive, qui sont confrontés à ce type de guerre. Pardon, Louis, je vous contredis, mais quand le président de la République en France rencontre, par exemple, après les guerres, les interventions au Mali, le 14 juillet, des gens qui n'ont plus de jambes ou qui n'ont plus de bras, c'est un peu plus véridique quand même que ce qu'on voit là. Non, mais je suis d'accord avec vous, et d'autant plus qu'il y a rarement une caméra en direct. Il y a une volonté de sobriété. Après, c'est des approches culturelles aussi très différentes. Je suis pas là en train de défendre Vladimir Poutine, mais il y a rien en soi quand on découpe la séquence. C'est pas étonnant qu'ils fassent ça. Mais Didier François expliquait quelque chose de très important. Ils ont un besoin à peu près, l'estimation que c'est un peu plus de 130 000 hommes dont ils ont besoin. Effectivement, ils n'arrivent plus à puiser dans la jeune génération. Donc il y a deux leviers qu'ils utilisent. Il y a donc les personnes qui vont jusqu'à 61 ans, qui sont juste avant l'âge de la retraite. Et puis il y a la stratégie de délivrance à gogo des passeports, puisque il y a Vladimir Poutine en fait c'est lié à signer un décret pour délivrer des passeports pour permettre aussi le recrutement de nouvelles forces. Excusez-moi, mais là on en reste à ce qu'on voit ici. On ne parle pas du reste, c'est du théâtre. Parce que lorsque vous regardez les visites du président Zelensky à ses prisonniers dans les hôpitaux à Kiev ou ailleurs, ce sont des gens qui sont dans des lits, qui ont des taches de sang. Ce sont des gens qui sont très sérieusement blessés. Et on a l'impression de voir des acteurs dans une clinique privée pour privilégier à Moscou. Voilà ce que c'est. Donc c'est un coup de com' manifestement. Et on a vu. Et donc il les a qualifiés de héros. Donc c'est une scène. C'est à destination peut-être du peuple. Regardez, ils ont tous des blouses, mais il n'y a pas une tache de sang sur. Eux, ils sont en pyjama ou en tenue de théâtre, je ne sais pas. Donc c'est complètement ridicule. C'est propagande, mais il est obligé de le faire, Didier François. Est-ce que vous êtes d'accord, Renaud? Oui, non, mais en tout cas, il y a un message politique. Il y a un message de reconnaissance des combats. Voilà. Pendant des semaines et des semaines, exactement, c'est nouveau. Pendant des semaines et des semaines, il y avait une opération de police. Il y avait une opération de police alors que nous, on voyait une guerre en Ukraine, une invasion. Là, il y a reconnaissance d'une guerre. Je rebondis une seconde sur ce que disait Didier François. L'avancée russe, elle est lente, mais en ce moment, c'est un rouleau compresseur, mais avec un coût humain qui est extrêmement fort. Voilà. On parle de 50 à 100 morts par jour, d'où le besoin urgent de renfort. Le dernier bilan, juste un mot, le dernier bilan donné par les Russes a été publié le 25 mars dernier. Donc, ils communiquent très très peu. C'était 1351 militaires tués. On en est plutôt, selon la DGSE, en tout cas ici, à 12 000. Certains parlent même de 25 000. De la DGSE, que les choses soient claires. Et d'après le renseignement... Je ne pense pas que la DGSE communique pas des chiffres comme ça. Voilà, là vous balancez Georges Malbruno, notre confrère, qui a parlé de la source, effectivement, et il l'a fait publiquement sur Twitter. Et puis il y a le renseignement britannique qui a articulé le chiffre de 25 000 ou 28 000. Quoi qu'il en soit, on va voir dans un instant des extraits extraordinaires d'un documentaire que nous allons diffuser ces prochains soirs sur LCI sur le KGB et Poutine, l'itinéraire de Poutine dans le KGB. Ces mises en scène, ça c'est typiquement KGB. Au lieu de montrer là une scène réelle, parce qu'il pourrait rencontrer des vrais soldats, mais cette obsession de mettre en scène quelque chose qui est construit de A à Z. C'est depuis la Russie, c'est depuis l'Empire russe. Donc village Potemkin, c'est déjà le favori de la tsarine qui construisait les villages en carton, parce qu'il voulait lui montrer que ces paysans vivaient très bien et qu'il adorait. Mais c'est presque un réflexe. Mais c'est un réflexe. De toute façon, c'est notre culture. Enfin, quand je dis nous, oui, vous pouvez dire encore. Allez, on se méfie toujours de vous. Je vous rassure ça. On se méfie toujours. J'ai la double culture et en fait, c'est ça. En fait, moi, français, je rigole sur ma culture russe qui ne se tient pas suffisamment sur ce truc-là. Il y a quand même aussi, si j'ose dire, une forme de preuve de vie parce que ça relativise tous les commentaires qu'on fait. On a tellement dit, il est mal, il peut pas se déplacer. Parkinson, cancer, etc. Objectivement, alors ça c'est plutôt à son crédit,
Il n'a pas l'air mal. Les Russes vous disent que c'est un double, c'est pas un vrai Poutine. Mais les Russes vous disent que c'est un double, parce que justement, le vrai Poutine, il était bouffi, il était épuisé, il ne pouvait pas se déplacer, il s'accrochait. Sérieusement, Sergueï, mais c'est pour ça qu'il on n'en sait rien. Non, mais il faut prendre de la distance par rapport à ça, parce que je trouve qu'à chaque fois, sinon vous offrez une sorte d'espoir à certaines personnes, espoir qui retombe à chaque fois. Et puis le jour où vous dites quelque chose de vrai, plus personne vous croit. Vous avez tellement raconté d'histoires que... Puis, juste un dernier mot, sur le chef du renseignement ukrainien qui raconte ça. Soit vous racontez une chose précise, vous racontez comment s'est passée une opération. Il dit ça s'est passé il y a à peu près 2 mois. Enfin, honnêtement, pour quelqu'un qui vient du renseignement, c'est assez étrange comme on fait de la propagande de chaque côté. Est-ce que là aussi, derrière ce coup de com', il y a aussi une volonté de calmer peut-être un petit peu, parce que ça commence à se voir, s'il y a des milliers et des milliers de soldats blessés ou tués. On parle beaucoup de ces mères russes. Certaines ont eu le courage, alors plus maintenant, mais ont eu le courage il y a quelques semaines d'aller protester dans la rue, etc. Est-ce que c'est d'une certaine manière pour l'envoyer aussi un message à elle, pour calmer un petit peu l'opinion publique russe, Sergueï ? Oui, c'est pour calmer, mais là, c'est pas réussi du tout, parce qu'en fait, ce qu'on a entendu, et vous avez raison, donc ils ont remonté l'âge des réservistes. Didier François a très bien dit que ces gens-là, ils ont de l'expérience militaire, donc ils sont plus appréciés sur le terrain, sauf que ces gens-là, ils ont la vie professionnels réussis, ils ont des familles et ils n'ont pas du tout envie d'y aller. Et c'est ça le truc, parce qu'en fait, vous avez souvent les enfants de 18, 23 ans, ils s'en foutent en quelque sorte un peu et ils viennent de fin fond de Sibérie, ils vont là pour aider leur mère, leur famille, etc. Tandis que vous prenez quelqu'un qui a 40 ans, qui a 50 ans, qui a une famille, qui a une maison, qui a une dacha, qui a une voiture, et on lui demande d'aller donner sa vie. Ils n'ont pas forcément envie. Il y a des centres de recrutement qui ont été détruits. Il y a des centres de recrutement qui ont été détruits. C'est ça. Patrick Martin-Genier, arrêtons-nous un instant. C'est un lieu commun dans les commentaires. On dit beaucoup si Poutine mourait, on y revient. Et c'est cet espoir que ses ennemis cultivent. S'il mourait, tout changerait, tout s'écroulerait, la guerre s'arrêterait, etc. Très intéressant élément ce soir, on découvre à quel point dans son entourage, il y a un certain nombre de gens qui sont là, qui comptent beaucoup, qui sont à peu près de la même extraction, souvent l'ancienne police, et qui seraient prêts à prendre la relève. Justine Sago, vous avez fait ces portraits. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une poignée d'hommes. Les voici, 6 à 7 hommes qui ont l'oreille et la confiance de Vladimir Poutine. Voici d'abord le plus proche confident de Vladimir Poutine, c'est Sergueï Shoigu. Cet homme, ministre de la Défense, est un ami de longue date de Poutine. C'est lui qui a piloté les opérations en Syrie et en Crimée. Ils sont amis au point qu'ils mettent souvent en scène leur amitié dans des vidéos comme celle-ci. On voit Poutine et son ministre en train d'effectuer des parties de chasse, des parties de pêche ensemble en Sibérie. Et cette personne, Sergueï Shoigu, elle est citée dans des affaires d'empoisonnement, notamment celle de l'opposant Alexei Navalny en 2020. Un autre fidèle que je vais vous présenter, c'est cet homme. Alors attendez, un petit souci, je ne sais pas si ça va réussir. Prenez votre temps, Justine. La technique, parfois, c'est compliqué. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Alors, si vous étiez au Kremlin, ça se passerait moins bien, Justine. Là, on serait moins tolérant là. Au Conseil de sécurité à Moscou. Le voici, c'est Nikolai Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de Russie. Il a fait sa carrière entière au KGB, puis au FSB. C'est au KGB en 92 qu'il rencontre Vladimir Poutine. Il est sans doute le seul à avoir une influence aussi importante sur lui. Poutine respecterait toujours un minimum son avis. Autre proche très important, c'est Viktor Zolotov, directeur de la garde nationale, un ancien du KGB. Il est l'ancien partenaire de boxe et de judo de Poutine, son ex-garde du corps et son ex-chef de sécurité. En 2016, Vladimir Poutine crée la garde nationale pratiquement exclusivement pour lui. Il saurait tout de A à Z sur le président russe. Autre proche, c'est un oligarque, cette fois très puissant, c'est lui, Igor Sechin, patron de Rosneft, société de pétrolière et gazière de l'État. On le surnomme Richelieu ou Dark Vador, c'est vous dire l'influence qu'il peut avoir au Kremlin, Julie. Alors c'est ceux
que Vladimir Poutine écoute encore et qui ont une influence. En revanche, il y en a d'autres qui ont perdu un petit peu leur influence depuis le début de la guerre en Ukraine, Justine. Oui, c'est peut-être le cas de Valéry Gerasimov, que vous voyez ici, chef d'état-major des armées. Selon des sources, il aurait peut-être été déchargé de ses fonctions. Alors pourquoi? On ne sait pas, mais on sait que le 9 mai, au défilé, il était absent, une absence très remarquée. Eh bien, il faut aussi dire que c'est cette personne qui a planifié l'invasion en Ukraine. Et puis un autre homme fort de Poutine qui est sans doute également tombé en disgrâce, c'est lui, Alexander Botnikov, patron du FSB. Il serait peut-être en résidence surveillée. Pourquoi? Parce qu'après les débuts compliqués de la Russie en Ukraine, eh bien, Poutine a retiré au FSB son rôle de principale agence d'espionnage en Ukraine. Elle l'a remplacé par le GRU, une branche très militarisée du service de renseignement militaire. Alors pas sûr que Alexander Botnikov ait encore toute l'influence qu'il avait avant sur Vladimir Poutine. Justine, c'est pas